Qui crée l'argent? Le savez-vous? L'argent que vous avez sur votre compte a été créé par des banques commerciales, bien souvent privées, telles que le Crédit Agricole, HSBC ou la Société Générale. Autour de 95% de la monnaie qui circule de compte en compte grâce aux moyens de paiement tels que les cartes bancaires, les chèques et les virements, est de la monnaie électronique gérée et créée par les banques commerciales. On appelle cette monnaie la monnaie scripturale, car elle n'est concrètement qu'une écriture dans la comptabilité des banques. Les billets et les pièces de monnaie, fabriquées par l'État, ne représentent qu'environ 5% de la monnaie en circulation dans l'économie. Quand vous allez voir une banque pour qu'elle vous accorde un crédit, en réalité celle-ci ne prend pas l'argent déposé par d'autres de ses clients pour vous le donner. Elle crée de la monnaie à partir de rien. Ce sont des chiffres dans des ordinateurs, pas des billets de banque. Quasiment toute la monnaie en circulation dans le monde a été créée lorsque des crédits ont été accordés par les banques commerciales. On appelle cela la création monétaire ex nihilo, ce qui veut dire à partir de rien. Les banques ont le privilège de la monétisation. Elles ont le droit de créer de la monnaie en contrepartie d'une reconnaissance de dette. Et ces chiffres créés par les banques commerciales privées représentent 95% de la monnaie en circulation dans le monde. Et quand vous remboursez votre crédit, la banque détruit la monnaie que vous lui versez. Elle fait disparaître des chiffres. Oui, les banques détruisent beaucoup de monnaie. Et heureusement que toute la monnaie créée par le crédit est détruite lors du remboursement des crédits, sans quoi il y aurait bien trop de monnaie dans l'économie, provoquant une hyperinflation. Mais puisque la monnaie est créée par le crédit, et qu'elle est détruite lors du remboursement des crédits, alors on comprend que la monnaie en circulation dans le monde est égale à tout ce que les emprunteurs ont encore à rembourser aux banques. En d'autres termes, si tous les crédits étaient remboursés, il n'y aurait plus de monnaie dans le monde, ni en liquide, ni en monnaie scripturale sur les comptes bancaires. Cette dette perpétuelle maintient un système de culpabilité, c'est-à-dire qu'on est maintenu dans le fait qu'on doit payer, qu'on doit rembourser, qu'on est là pour travailler plus, pour payer plus et pour rembourser plus. L'argent, ce qu'on appelle l'argent, qui est créé par les banques tous les jours, en fait, ça devrait être un bien public. Or, c'est devenu un bien privé. L'argent, c'est un peu comme l'air qu'on respire. C'est ce qui nous permet de vivre, hein, l'argent. Et bon, comme l'eau, comme l'air, qui devraient être des biens publics. Le jour où l'air est privatisé, vous allez être très malheureuse. Hein, il va falloir que vous mettiez des pièces de 1 euro pour avoir votre litre d'air. Et ça, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Ça veut dire que la création de ce qui vous permet de vivre est soumise à des intérêts privés. Et donc, des gens vont faire du profit sur ce qui, normalement, devrait vous permettre uniquement de faire des transactions. Et le fait que l'argent ait été privatisé, d'abord, ça donne des privilèges exorbitants aux banques, qui peuvent créer à l'infini de l'argent, et ça leur donne une tutelle sur l'économie qu'elles n'avaient pas, puisque c'était plutôt les producteurs qui avaient la tutelle de l'économie, et maintenant ce sont les financiers qui ont la tutelle de l'économie. Au fond, on devrait avoir des économistes comme des comptables, quoi, comme des dentistes. Hein, j'ai parlé de dentistes qui vont faire décider de l'avenir de la nation. Ils sont des gens formidables, surtout quand on a mal aux dents. Mais bon, à partir de là, on va leur demander d'être des techniciens. On ne leur demande pas d'être des idéologues. C'est-à-dire qu'on a construit une morale autour de l'économie qui est une morale extrêmement dure, hein, très dure. C'est une morale très difficile à vivre. La vie est très violente avec le capitalisme. Et tu es dans la culpabilité, tu es dans la dette, tu es dans le devoir. Et ça, c'est les économistes qui ont créé ce type de société. Donc on se sent coupable. Effectivement, c'est une forme de, on va dire, le mot est peut-être un peu lourd, mais d'esclavage moderne, de même que autrefois le débiteur était vendu comme esclave chez les Romains, et aujourd'hui, et sa femme aussi, et aujourd'hui on est dans un système où je vends ma force de travail perpétuellement pour rembourser la dette. Donc c'est vraiment un système qui ressemble bien à un système pas du tout démocratique, mais d'autorité, de tutelle morale très très forte qui culpabilise les gens. Et les gens sont coupables finalement d'avoir trop bien vécu, d'avoir été heureux, quoi, en quelque sorte.
Nous, assassins économiques, sommes les réels responsables dans la création du premier véritable empire global. Et nous travaillons de nombreuses façons différentes. Mais peut-être que la façon la plus commune est que nous identifions un pays détenant des ressources, comme le pétrole. Alors nous arrangeons un énorme prêt pour ce pays auprès de la Banque mondiale ou l'une de ses organisations sœurs. Mais l'argent ne va jamais réellement au pays. À la place, il est utilisé par nos grosses corporations pour construire des projets d'infrastructure dans ce pays. Centrales énergétiques, parcs industriels, ports, des choses qui profitent à quelques personnes riches de ce pays en plus de nos grosses corporations. Mais certainement pas à la majorité des gens du tout. Dans tous les cas, les gens, dans l'ensemble du pays, conservent une dette énorme. C'est tellement une grosse dette qu'ils ne peuvent payer. Et cela fait partie du plan. Donc, à un moment, nous, assassins économiques, revenons auprès d'eux et disons « Écoutez, vous nous devez énormément d'argent. Vous ne pouvez pas payer votre dette. Alors vendez-nous votre pétrole à bon marché pour nos compagnies pétrolières. Permettez-nous de construire une base militaire dans votre pays ou envoyer des troupes pour supporter les nôtres à un endroit du monde comme l'Irak ou votez avec nous dans le prochain vote aux Nations Unies pour que leurs compagnies d'électricité deviennent privatisées ou leur eau et système de canalisation soient privatisés et vendus aux sociétés états-uniennes ou autres sociétés multinationales. Donc, il y a une multitude de choses et manières typiques dont le FMI et la Banque mondiale travaillent. Ils mettent un pays en dette et cette dette est si grosse qu'elle ne peut être remboursée. Après quoi, elle offre de financer à nouveau cette dette et se faire payer plus d'intérêts. Et vous demandez ce quiproquo que vous appelez conditionnalité, terme du FMI désignant certaines exigences ou bonne administration, ce qui signifie qu'ils doivent vendre leurs ressources, incluant plusieurs de leurs services sociaux, leurs sociétés de maintenance, leur système scolaire, parfois leur système pénal, leur système d'assurance à des sociétés étrangères. Donc c'est un double, triple, quadruple renvers dévastateur. Pendant 4 ans, Patrick Van de Velde a mené des recherches sur une molécule baptisée RU 58668. Une molécule qui s'annonçait très prometteuse contre certains cancers du sein. Je voulais simplement vous expliquer un petit peu comment on a mené à bien cette expérience. En fait, c'est extrêmement simple, il suffit de prendre de la tumeur mammaire humaine que l'on implante chez la souris. Au bout de 3 mois, chez les animaux témoins, on avait ces tumeurs-là. Vous voyez, là, il y a 9 tumeurs qui viennent de 9 souris, ça remplit entièrement mon flacon. Ça, c'était les témoins qui ne recevaient aucun traitement. Ou alors, on traitait avec notre produit, le RU 58668. Je pense qu'à la caméra, on voit rien, parce que les tumeurs sont ici, vous voyez, dans le fond. Elles sont 8 à 10 fois plus petites qu'au début du traitement. Ce produit-là, on l'a arrêté, simplement parce que derrière, il y a des gens du marketing qui ont dit « Oui, mais vous voyez, 600 millions de chiffre d'affaires, c'est pas suffisant. » Donc on l'arrête. C'est la loi du marché. C'est la loi du marché. On fabrique des médicaments comme on fabrique des aspirateurs. Notre santé à présent avec ce nouveau pavé dans la mare du professeur Philippe Even. Bonjour. Bonjour. Auteur du guide des 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux, ce fut un carton de librairie. Voici à présent la vérité sur le cholestérol aux éditions du Cherche Midi. L'ouvrage sort le 21 février, mais le Nouvel Observateur publie Les Bonnes Feuilles cette semaine, dossier dont nous sommes partenaires. C'est une thèse stupéfiante que vous défendez, professeur. Le cholestérol serait un ennemi imaginaire. Ça concerne quand même 5 millions d'entre nous. Ennemi imaginaire. Totalement. C'est la plus grande erreur médicale, je crois, de tous les temps. Ouais. Et c'est aussi la plus grande arnaque, escroquerie, comme vous voudrez, de l'industrie pharmaceutique. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Voilà. Pourquoi parce que ennemi héréditaire? Les artères se bougent quand même. Oui, mais le cholestérol y est rigoureusement pour rien. Il y a d'autres causes qu'on commence à dépister, analyser. Le cholestérol n'y est pour rien. Le cholestérol, c'est bon pour la santé? Vous avez pas allé. C'est pas que c'est bon, c'est indispensable pour nos fonctions essentielles, fonctions cérébrales, fonctions sexuelles, fonctions musculaires, fonctions cardiaques. Et en plus, le faire descendre très bas, ça crée des diabètes. Il y en a 400 000 aux États-Unis aujourd'hui fabriqués par les statines. Ça veut dire qu'on nous a arnaqués en fumée pendant des dizaines et des dizaines d'années? Complètement. Mais qui? Pour beaucoup, je vous dis, c'est l'industrie pharmaceutique qui tient tout, hein, toutes les informations, beaucoup de leaders. Avec la complicité des médecins, parce qu'il faut quand même des médecins qui prescrivent. Attendez, complicité, oui et non. Complicité de quelques-uns d'entre eux qui se font les porte-voix grassement payés de l'industrie pharmaceutique. Et on les connaît en France. Ouais, enfin, il n'empêche, le médecin de famille, il nous prescrit des statines lorsqu'on a le du médecin de cholestérol. famille, il fait ce que les cardiologues disent. Hein, c'est pas lui qui choisit, il emboîte le pas.
On a tous été nourris, moi aussi, j'ai cru longtemps à ça. Ça fait 50 ans qu'on nous raconte que le cholestérol est dangereux pour les artères. Qu'est-ce qui a provoqué la bascule chez vous alors? L'apparition. D'abord le prix. Je veux dire que la France gaspille plus de 2 milliards d'euros, presque la moitié de la dette de la sécurité sociale, plus que tout ce qu'elle dépense pour les handicapés, 3 fois ce qu'elle va ponctionner encore aux hôpitaux qui sont exsangues cette année, etc., pour des molécules qui ne font rien, comme on le sait maintenant, le cholestérol n'est pour rien, on le sait depuis 20 ans dans la maladie, les statines le diminuent, certes, avec des risques, mais sur les complications cardiaques, que les cardiologues prennent la peine de faire ce qu'ils n'ont jamais fait, de relire toutes les études qui ont été faites dans le détail, et ils s'apercevront de quoi? Qu'elles n'ont aucun effet positif. Geradezu eine Energierevolution könnte die Erfindung von Tariel Cabanatze bedeuten, wenn es stimmt, was er sagt. Cabanatze und seine Leute gehen davon aus, dass es eine alternative Energiequelle gibt, die sogenannte freie Energie um uns herum. Cabanatze behauptet, einen Weg gefunden zu haben, diese sonderbare Energiequelle nutzen zu können. Viele Physiker stellen das in Frage. Dieser Kasten hier ist das Wesentliche. In ihm steckt meine Schaltung. Von ihr ist abhängig, wie viel Strom wir bekommen. Jetzt ist es wenig, aber es kann unendlich vergrößert werden. Die 9-Volt-Batterie braucht man nur zum Starten. Aber dann bekommt man so viel Energie, wie man will. Strom wird quasi aus dem Nichts erzeugt. Der Beweis steht allerdings aus, denn Cabanatze gibt sein Geheimnis für den ewigen Motor nicht preis. Er vertraut niemandem, aus Angst, über den Tisch gezogen zu werden. 13, ich stehe vor dem autonomen System, werde es jetzt in Betrieb nehmen. Man sieht hier den Verbraucher, insgesamt 4 Glühbirnen, ca. 1 Kilowatt. Hier ist die Erdung geht hier entlang, ca. 4 Meter, 5 Meter zum Wasserrohr. Das Wasserrohr ist in die Erde eingelassen. Das ist die Erdung, kann man dann nachher anfassen. Überhaupt nichts drauf. So, jetzt nehme ich es in Betrieb. Dazu werde ich das Kabel hier noch an die Batterie anschließen. Dann hier in Betrieb nehmen, die grüne Taste drücken. Und jetzt sehen wir gleich, dass da auch tatsächlich schon die Glühbirnen angehen. Circa 1 Kilowatt. Ich löse jetzt hier die Kabel, nehme die Batterie weg. Okay, so. Und alles läuft. Noch einmal zur Erdung. Nehmen wir das Kabel hoch, Das Kabel hochnehmen. Dass die Erdung, dass da nichts ist. Ich habe den Akku in der Hand. Die Batterie. Die Erdung geht hier. Das Wasserrohr kann ich anfassen. Gar kein Problem. Vielen Dank. Das war's.